Bonsoir. Je suis désolée pour le temps d'attente, c'est bon, ça y est, on est bien, on est réglé. Bienvenue à tout le monde, merci de vous être déplacés. Alors, pour ceux que je n'ai pas vus dans la journée, moi je m'appelle Marthe Rougieux. Mon métier c'est enlumineur, calligraphe et je fais de la gravure également. Ce soir, je vous propose de vivre un petit peu rapidement l'aventure du livre à travers les âges. Voilà, alors je prétends pas avoir toute la science du monde, donc si jamais vous repérez des erreurs, je serais très heureuse d'en discuter avec vous à la fin de la conférence, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je voulais commencer l'histoire du livre en fait, avant d'attaquer le livre en lui-même, parler un peu de l'écriture, puisque l'écriture est quand même forcément intimement liée au livre. On va passer assez rapidement, mais je voulais vous parler un petit peu d'écriture, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intimement lié à l'humanité, puisque, alors que ce soit l'écriture en termes graphiques, ou que ce soit les signes qu'on a voulu laisser dans le temps, c'est intimement lié à l'humanité. Là, je vous ai mis, effectivement, 37 000 ans avant notre ère, les grottes Chauvet. Alors d'accord, c'est pas des signes, c'est pas l'écriture en elle-même, mais on pourrait très bien y lire ici. Pour moi, ces images de main, c'est vraiment pour dire j'étais là. Voilà, je laisse ma trace. Je raconte mon quotidien ici, le hibou. Je sais pas forcément que c'est pas forcément des scènes de chasse exclusivement, puisque vous avez un hibou, on chasse pas le hibou, on représente le voilà. Est-ce que c'est après, c'est sujet d'interprétation avec peut-être un culte, on ne sait pas, mais voilà, les premières traces pour moi sont des débuts d'écriture. Ensuite, donc là, on va commencer à parler du système de l'écrit en Mésopotamie. Donc, c'est des dates 3300 avant notre ère. Ça va être surtout le développement d'écriture au départ partielle, qui vont en fait servir ce que l'être humain, avec la constitution des civilisations, a une possibilité de mémoire qui va être quand même assez limitée, dans le sens, alors ça n'a rien de péjoratif, dans le sens où pour se souvenir des chiffres notamment, on va rapidement avoir besoin de pouvoir compter, que ce soit les grains de blé, les réserves, les troupeaux, etc. Donc on va... en fait, c'est là où vont naître les premières... Alors, voilà. Donc, on en était à la Mésopotamie. On va y arriver. Donc là, vous connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà vu l'écriture cunéiforme. Donc, au départ, donc, est-ce que c'est peut-être la première forme de livre? Donc, c'est les plaquettes d'argile qui étaient incisées grâce à des stylets en bois taillés, chaque signe ayant une correspondance d'un nombre ou d'une expression en fait assez simple au tout début, qui ont évolué d'un symbole, d'un animal ou d'autre chose. Ensuite, je vais essayer de pas trop m'étaler. Vous connaissez à peu près à la même époque va émerger les hiéroglyphes. Ça, tout le monde vous les avez déjà vus. Les hiéroglyphes, c'est ce qu'on dit être une écriture complète, puisqu'elle permet d'exprimer des idées abstraites. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir que de quoi compter et énumérer des choses. On va pouvoir écrire aussi de la poésie ou des choses plus de la religion, etc. Des choses qui sont plus des idées qui ne sont pas uniquement comptables. Donc vous avez tous déjà vu des hiéroglyphes, donc vous avez après les simplifications, etc. Alors, on va arriver rapidement à la naissance de notre alphabet. Donc en Phénicie, en moins 1200. Donc c'est les premières formes d'alphabet. Vous allez pouvoir, on va prendre par exemple l'alpha, ce qui va devenir l'alpha, donc le premier signe, donc le proto-cananéen, qui est tout en haut là. Je vous ai fait normalement, si ça se passe bien, on devrait voir, voilà. Donc vous avez ici en fait qui exprime qui va devenir la première lettre de notre alphabet. C'est pas pour rien, c'est une tête de bétail. C'est ce que je vous disais au début, les écritures, c'était vraiment plutôt pour dans un souci de comptabilité et de description aussi de l'univers dans lequel on vit le plus proche. Donc vous voyez qu'ici, en fait, si on symbolise, si on simplifie et qu'on retourne de 45 degrés, on va avoir ce signe-là, donc l'évolution du signe que vous avez ici, phénicien ancien. Et si on pivote ce signe
encore une fois 45 degrés, on va avoir un A. Donc c'est vraiment donc les naissances, en fait, voilà, vous voyez, en fait, pour vous dire, donc le signe qui va servir à l'alpha, c'est la tête de bétail, et le bêta, si je ne me trompe pas, ça symbolise la maison. Donc c'est vraiment, voilà, pour vous dire que c'est basé sur le quotidien, en fait, des humains de cette époque-là. Hein. Donc c'est la racine de notre alphabet. Voilà. Alors là, je vous ai mis, on va passer rapidement, vous avez l'alphabet phénicien, l'alphabet latin, donc le nôtre. Hein. Vous pourrez peut-être remarquer qu'il manque quelques lettres, puisque je vais vous expliquer ensuite, il y a des lettres qui sont apparues un petit peu plus tardivement dans notre alphabet. Et vous avez le grec classique pour vous montrer un peu l'évolution, si vous voulez comparer légèrement les évolutions des graphismes. On voit que ça se ressemble quand même beaucoup. Alors il y a des lettres qui ne sont pas dedans, simplement parce que dans le latin, voilà, le I et le J sont les mêmes lettres. En fait, dans le latin, ça se prononce IE. Il n'y a pas de J, en fait, il n'existe pas. Il ne sert à rien en latin. C'est comme le V qui va faire le U. C'est des choses qui vont changer par la suite. Dans l'alphabet comme on le connaît aujourd'hui, il est vraiment arrivé un petit peu plus tard. Au départ, on n'en a pas besoin, donc les signes on va pas les trouver en fait dans ces écritures. Ça va, je suis assez claire. Alors, les origines du livre, on va attaquer le sujet, pour le coup. Donc, l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, les livres, on va pas encore les trouver sous la forme qu'on les a aujourd'hui. On va les trouver sous forme de rouleaux. Alors, ici, vous avez, donc, sur ce portrait Fayum qui est très beau, cette femme, elle a entre les mains, elle a en fait ceci, qui est une tablette. Alors, c'est pas un livre, c'est une tablette d'écriture. C'est du bois et à l'intérieur, c'est de la cire d'abeille. Et vous avez le stylet qui est ici, qui est métallique, qui est un objet quand même assez joli, qu'on voit, elle l'a à la main. En fait, vous avez le côté pointu sert à écrire, et le côté plat, il sert à effacer. En fait, ce que vous avez écrit, vous allez lisser la cire d'abeille et vous pouvez recommencer. C'est un peu une ardoise magique de l'Antiquité. Je vous montre, donc vous voyez ici tout à fait à gauche un rouleau de papyrus, qui est dont vous avez tous entendu parler. Donc le papyrus qui est fait avec du papyrus entrecroisé, donc la plante qu'on va trouver principalement au bord de l'eau, donc en Égypte notamment. Voilà. Alors, ce sont déjà des livres. On va parler selon la façon dont on les roule, dont on les lit, soit de volumens, donc si on l'ouvre sur la largeur, soit de rotulus si on l'ouvre en hauteur. Donc là, on les voit sur les poteries notamment, et puis les mosaïques, on voit bien les écritures. C'est un système qui n'a pas complètement disparu, puisque par exemple, si vous pensez à la religion juive et la lecture de la Torah, ça reste encore sous forme de rouleau, et c'est la même chose. Donc ça se déroule d'un côté pour lire, et de l'autre main, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai le micro, mais on va rouler en fait, on va faire ce mouvement pour pouvoir avancer dans la lecture, on va bouger les deux mains pour pouvoir avancer dans la lecture. Alors, le livre comme on le connaît aujourd'hui, donc je vous ai parlé de volumens, de rotulus, et on va arriver à l'ère du codex. Donc là, c'est le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la forme. Voilà. Alors, la première révolution, entre guillemets, qui va faire qu'on a le livre comme on le connaît aujourd'hui, ça va être l'arrivée du parchemin. Pour l'instant, on était sur du papyrus, donc de la plante tressée, séchée. Là, le parchemin, pour ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui, le parchemin, c'est de la peau d'animal. Pour la petite histoire, en fait, c'est la ville de Pergame, c'est pour ça que je vous l'ai mise ici, le royaume de Pergame avait une bibliothèque très très riche et qui faisait concurrence à celle d'Alexandrie. Alors c'est la petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Donc pour empêcher que la ville de Pergame ait une plus belle bibliothèque que sa ville d'Alexandrie, les Égyptiens auraient décrété un embargo sur le papyrus, et du coup le royaume de Pergame aurait mis au point le parchemin. Pergame, pergameno, c'est l'origine du mot parchemin. Alors c'est la petite histoire, personne n'est là pour vérifier. Après on suppose que c'est quand même c'est un autre matériau qu'on n'avait pas en quantité mais facile d'accès en fait à cette époque-là.
Donc là, j'ai mis, là ce sont des images bien plus tardives, hein, mais je vous ai mis, on voit en fait le traitement du parchemin. Donc c'est une peau qui est traitée, on va l'épiler. Ensuite, on va la tendre sur des herses, donc ça on voit là, ici. Et puis ça va être gratté, on voit il a un couteau. L'une, on voit même le singe. Alors ça c'est une drôlerie, c'est dans les livres médiévaux, on en parlera un petit peu après. On va venir gratter en fait la chair qui reste à l'intérieur pour pouvoir avoir quelque chose de très lisse et de très doux qu'on peut utiliser recto et verso. Je vous invite à venir me voir si vous n'avez pas eu l'occasion, peut-être demain, de 10h à 18h. J'en ai un morceau sur l'endroit où j'expose, vous pourrez venir toucher, voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment très différent du papier, c'est bien plus résistant. C'est ce qui fait aussi que les livres du Moyen-Âge ont bien perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est un matériau qui est bien plus résistant que le papier. Pour parler du papier, en Europe, il ne va pas arriver avant le XIIIe siècle. Les premiers moulins vont se trouver en Italie, notamment à Fabriano, qui est encore un fabricant aujourd'hui de papier. Alors, le papier a été inventé par les Chinois, mis au point, en 146 avant Jésus-Christ, et il n'est pas arrivé jusqu'à nous avant le XIIIe siècle. Il était parfois utilisé, et au départ il ne va pas être utilisé pour les beaux livres, il va plutôt être utilisé pour ce qui est, une fois de plus on va retomber sur les textes de loi, la comptabilité, les choses qui sont moins précieuses que les écrits religieux par exemple, enfin considérés comme moins importantes. Il y a aussi le fait que la civilisation arabe va, elle, utiliser le papier. Donc par esprit de contrariété, on va dire, de faire cette différence entre les manuscrits chrétiens et les écrits musulmans, on va plutôt garder le parchemin le maximum de temps par rapport à l'utilisation du papier. Alors quand je parle de papier, là c'est du papier chiffon qui est fait à base de tissu dans un premier temps, avant d'arriver au papier moderne qui est fait en pulpe d'arbre. Alors là, voilà un manuscrit, donc ce qu'on appelle un codex. Je pense que vous pourrez aller voir aussi demain, si vous avez un peu le temps, peut-être que vous l'avez vu aujourd'hui, ma collègue Marina, le strip des bois, ça s'appelle, elle a son atelier d'ouvert aussi dans Fresnay, elle pourra vous expliquer ça très très bien, enfin, en tout cas je pense bien plus précisément que moi. Donc le codex, en fait, c'est aussi une révolution de manipulation d'écrit, puisqu'en fait, ça va être beaucoup plus pratique de trouver. Imaginez que vous avez un rouleau de parchemin avec plein d'écritures. Pour trouver un passage, c'est quand même plus facile d'ouvrir un livre et de feuilleter très rapidement que de dérouler et de rerouler un rouleau. Donc c'est ce côté pratique-là aussi. Et on n'a pas besoin de ses deux mains. En fait, on peut ouvrir le livre, feuilleter d'un côté et peut-être prendre des notes de l'autre, alors que le rouleau de parchemin ou de papyrus, il faut l'ouvrir avec les deux mains. Donc c'est cette petite révolution-là. Donc là, après, vous voyez ici, on va voir tout un vocabulaire. Je ne vais pas vous le faire autour du livre, c'est assez long. On voit les fermoirs, notamment ici. Petit aparté, c'est pas juste pour faire joli les fermoirs, c'est parce que le parchemin, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est de la peau, ça va réagir avec l'hygrométrie et avec l'humidité ou la sécheresse du temps, de l'endroit où il est stocké. Donc le parchemin, il va avoir tendance à gondoler. Donc pour éviter que le livre s'ouvre tout seul et ne s'abîme, on va mettre des fermoirs pour l'obliger à rester bien fermé, pour qu'il se range bien, qu'il ne risque pas d'être abîmé, à être manipulé. Alors donc là, ce sont des petits, pour vous montrer qu'en fait, le livre a plusieurs formes. Donc là, on continue à utiliser des rouleaux, ça je voulais vous le montrer aussi, mais plutôt ça c'est un arbre généalogique. Ça va être utilisé parce que ça c'est bien dans la continuité, dans l'idée que ça s'adapte, le contenu s'adapte le contenant s'adapte au contenu. Ça, ce sont des livres pour les étudiants avec beaucoup d'annotations. Vous voyez que les étudiants ont écrit, ils ont mis leurs petites notes un petit peu partout. Alors, voilà. Donc je vais plus insister sur le Moyen-Âge parce que bien sûr c'est la période que je connais le mieux, étant enlumineur. Alors, les premiers très beaux manuscrits qu'on va retrouver, ce sont les manuscrits insulaires. Donc insulaires parce qu'ils sont originaires principalement des îles anglo-saxonnes, donc Irlande, Écosse et Angleterre. Et ça pour une bonne raison. Donc là, voilà, ce sont quelques exemples de manuscrits. Donc, ce sont principalement des évangéliaires
Ils ont été faits pour, et c'est des très grands formats, et ils ont été faits pour impressionner. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation, on est submergé par les images, on a un accès à l'image qui est, et au livre, ça nous paraît très naturel. Au Moyen-Âge, enfin en tout cas en plus au tout début du Moyen-Âge, on a très peu accès à l'écrit et aux images reproduites, aux images peintes. Donc là, ces livres-là, on va appeler ça par exemple une page tapis, parce que vous vous rendez compte que c'est tellement orné qu'il n'y a plus de vide en fait finalement, donc ça va faire un peu comme un tapis. Donc là, ce qui est typique de cette époque-là, c'est tous ces entre-là et ces spirales. C'est celtique, hein, on voit ça beaucoup, moi qui vis près de Nantes, dans l'art breton notamment. Hein, donc on va trouver les tristelles, les spirales, les entre-là, les dessus-dessous. C'est pas des décors qui ont été choisis au hasard. Donc il faut imaginer que ces moines qui viennent évangéliser, alors je parle de l'évangélisation par Saint Patrick, viennent évangéliser l'Irlande, arrivent dans un pays qui est, alors on va dire païen, sans connotation aucune, qui a une tradition orale. Et là, ils vont arriver avec des livres qui sont très richement ornés et une écriture, ça va être un effet un peu très impressionnant, puisque c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mais ils vont faire ce qu'a souvent fait la religion chrétienne, ils vont prendre des symboles païens pour les transformer en symboles religieux chrétiens. Donc notamment le triskel, tout le monde voit ce que c'est un triskel, hein, les trois branches qui spiralent, ça reprend la Trinité en fait. Donc on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout le monde voit, ça va du coup réutiliser. Le chemin de vie, en fait, le chemin les entre-là, on voit ici qui sont dessus-dessous, sont l'infini, c'est l'éternel recommencement. Donc c'est pareil, c'est la vie, la mort, la résurrection. Ça va être donc beaucoup utilisé. Voilà. Il n'y a pas beaucoup on le voit un petit peu là, le personnage ici. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans ce livre, il y en a quelques-uns. Et en général, ce sont des évangéliaires, donc les personnages qu'on va voir représentés, ce sont les évangélistes. Voilà, je voulais vous montrer. Vous voyez, ils sont de face, ils ont une drôle de tête, ils ont des grands yeux ouverts, ça c'est vraiment typique de cette époque-là. Ce que vous pouvez voir aussi qui est vraiment typique, c'est vous voyez qu'il y a des lignes de noir qui cernent, en fait on appelle ça un cerne, qui vont entourer toutes les couleurs, un peu à la manière des émaux, vous voyez. Ça va permettre en fait de limiter le contact des pigments entre eux, puisque certains pigments sont, par exemple, l'or piment, qui est ce pigment qui va donner ce jaune, qui est très proche de la feuille d'or. Il n'y a pas de feuille d'or dans les manuscrits insulaires, ça va être de l'or piment. C'est, que je ne dise pas de bêtises, du trisulfure d'arsenic. Et le blanc, ça peut être du blanc de craie ou ça peut aussi être du blanc de plomb. Donc la base soufre et la base plomb, ça réagit ensemble. Donc pour éviter que ça se touche et que ça réagisse et que ça abîme le parchemin, on va cerner et on va du coup mettre des cernes, donc des traits tout autour. Et puis c'est aussi parce que c'est cette façon, on va dire, c'est la mode graphique de cette époque-là. Voilà. En bas, c'est un chat. Voilà, c'est pour vous montrer que la représentation est assez chouette. Si jamais vous aimez cet univers-là, je trouve ça très beau, il y a un beau dessin animé qui s'appelle Brendan et le secret de Kells, qui est sur la fabrication du manuscrit, qui est absolument magnifique. Et qui vous retrace l'histoire d'un des plus beaux manuscrits qui est encore aujourd'hui conservé au Trinity College à Dublin et que vous pouvez aller voir si vous voulez aller voyager jusqu'en Irlande. Alors là, je vous montre. Alors voilà, je vous parlais de l'or piment. Donc c'est cette roche là qui est ici. L'or piment. Typique de cette époque-là, en pigment, il y a l'orseille qui va donner le rose qu'on a vu un tout petit peu juste avant. Alors les couleurs sont pas hyper fiables. Venez demain, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, ça va être un rose qui est assez sympa. Et puis vous avez ici, voilà, ça c'est la lignite, c'est l'extrait de Cassel qu'on va utiliser éventuellement pour faire les cernes, pour isoler les couleurs entre elles. On passe à la période carolingienne. Alors pendant ce temps-là, sur le continent, on va dire, il ne se passe pas rien, c'est la période mérovingienne. Les manuscrits, il y en a, mais ils sont moins riches, ils sont beaucoup moins ornés, donc je ne vous les ai pas montrés ce soir, mais c'est pareil, venez demain, on en parle. Alors, hop, les manuscrits carolingiens, voilà, sont des manuscrits qui sont excessivement décorés, qui sont très riches, pour une bonne raison.
Charlemagne, ce qu'il va faire, c'est que ses armées vont conquérir des territoires, et au lieu de leur laisser leur rétribution en espèces sonnantes et trébuchantes, il va récupérer le butin, on va dire, et il va leur rendre en échange des manuscrits. Ce qui est assez intelligent, puisque du coup, il contrôle ce qui est écrit à l'intérieur. Mais pour pas qu'ils se sentent lésés, ces généraux, il va leur offrir des manuscrits qui sont excessivement précieux. On voit ici donc la plaque d'ivoire gravée. Au centre, ça c'est la couverture du livre, de l'or, et puis éventuellement des pierres précieuses ou semi-précieuses, des perles. Et parfois même, on voit en haut, on voit un sceau gravé. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a une petite pierre gravée. Et surtout, c'est que l'intérieur va être, donc on voit complètement à gauche ici, teinté notamment avec la pourpre. Donc là, j'en ai parlé pour ceux qui sont venus me voir tout à l'heure. Donc c'est un coquillage qui s'appelle le murex, qui va servir en fait à donner cette couleur qui peut varier du bordeaux au bleu, qui était utilisé par les empereurs romains pour teinter leur toge. C'est un pigment excessivement précieux. Il faut compter un peu plus de 10 kg de coquillage pour avoir 2 grammes de pigment. Donc c'est quelque chose qui coûte encore aujourd'hui plus cher que l'or. Bon, aujourd'hui on s'amuse plus à écraser des coquillages pour avoir de la couleur, mais enfin pour vous donner une idée. Également aussi, ce qu'on peut voir sur cette page, c'est que c'est chrysographié. Tout ça là en fait c'est de l'or. Tout ce que vous voyez qui est un peu jaune, c'est de l'or. Donc le manuscrit est teinté en pourpre, et en plus c'est écrit dedans à l'or et à l'argent. Donc pour vous donner une idée de la richesse du manuscrit. Alors, je voulais quand même vous montrer un peu le graphisme. Voilà, je suis désolée, je ne suis pas douée avec la zabette. Donc là, vous avez vu, on est très inspiré de l'Antiquité. On a l'impression de voir vraiment du dessin romain, ils sont en toge. Donc une fois de plus, là, c'est un évangéliste. C'est Saint Marc même. À quoi je vois ça? Parce que donc, en enluminure, tout est codé. Si on voit en général une personne assise qui tient un manuscrit et une plume, je ne sais pas si vous la voyez bien, là dans l'encrier, hop. C'est souvent un évangéliste, et pour savoir qui c'est, on va chercher sa forme tétramorphe, donc sa forme sous forme d'animal, et en haut là c'est un lion, donc ça veut dire que c'est Saint Marc. Voilà. Et puis ici, on va les retrouver d'ailleurs là aussi, vous avez le Christ, et vous avez ici le taureau, Saint Luc, le lion, Saint Marc, l'aigle, Saint Jean, et Matthieu, l'homme. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est très, alors c'est pareil, c'est très riche, c'est beaucoup d'or, hein, vous voyez, qui est dans le décor, beaucoup de bleu, des couleurs. C'est toujours des pleines pages, vous avez vu, c'est des grandes pages complètement décorées. On n'est pas encore arrivé à l'enluminure 15e, on a juste des vignettes. C'est vraiment encore quelque chose de très très orné. J'adore cette période, je la trouve très, très belle. On parle de renaissance carolingienne en enluminure, parce que c'est une période qui est très riche, qui est assez stable économiquement, ce qui fait que du coup, il y a beaucoup plus d'échanges et qu'il y a plus de place qui est laissée à la culture. Voilà, donc on va tranquillement s'acheminer vers les périodes romanes. Donc là, on connaît déjà un petit peu plus, c'est lié aussi à l'architecture romane, il n'y a pas de mystère. C'est une époque où c'est moins drôle, donc voilà, ça va se ressentir aussi dans la façon de peindre et de réaliser les livres. Vous avez vu qu'on est passé d'un foisonnement un peu très atlantique de plis, etc., à quelque chose de très simplifié, enfin de très simplifié, tout est relatif, de quelque chose de plus épuré. On retrouve de nouveau les cernes de noir qu'on avait perdues entre-temps. Bon, là, ça reste une très belle image. Vous avez vu, il y a quand même des petits motifs dans sa robe de bure, mais voilà, donc là c'est un moine copiste. Donc là, ce qu'on voit qu'il tient donc une plume. La plume n'a pas de petits plumeaux, enfin je sais pas comment on dit, de petites plumes dessus, parce que en fait ça s'enlève, c'est pas pratique. Il y a que dans les films de KPDP où vous écrivez avec des trucs avec plein de plumes, là, c'est improbable. Et puis là, c'est le petit couteau, c'est un canivette, ça sert à gratter, parce que quand on fait des erreurs sur le parchemin, on peut gratter en fait pour nettoyer et venir réécrire par-dessus. Voilà, donc ça c'est, et puis ce que j'aime beaucoup dans ce style-là, donc c'est assez simplifié, ce qui se fait beaucoup, c'est les petites villes, enfin les petites, vous voyez, les petits chapiteaux, etc., donc pour symboliser le fait qu'il est en intérieur, donc il est, voilà, les petites maisons.
Voilà. Alors là, on va retourner en Angleterre. Les plus beaux manuscrits sont faits en Angleterre. Vous avez vu qu'on n'a plus de grandes pleines pages, ça va être des lettrines. Ça, on approche plus de ce qu'on a l'habitude. Donc les lettrines, c'est juste le mot pour dire lettres ornées. Ici, donc vous voyez bien le E du début. On va utiliser la couleur pour guider aussi la lecture. Là, on voit bien donc la bande qui est ornée, et puis vous avez donc c'est un incipit, donc ça fait le i de incipit, et vous avez le titre qui est là, et puis le texte qui est dessous. Ça me permet aussi de vous expliquer que l'enluminure, elle ne sert pas juste uniquement à faire joli, elle va aider à la lecture du manuscrit. Puisque aujourd'hui, au Moyen-Âge, on n'avait pas de pagina, il n'y a pas de numéro de page, il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de chapitre. Donc pour arriver à se retrouver dans un livre, on va utiliser l'enluminure, elle va nous aider à nous guider à bien lire le livre. C'est pareil, la ponctuation comme on la connaît aujourd'hui arrive plus tardivement. Donc en fait, la première lettre, de faire une première lettre ornée, c'est pas juste pour faire joli, en fait, dans la lettre, l'histoire qui est racontée dans la lettre résume le texte qui arrive juste derrière. Donc si vous étiez au Moyen-Âge et vous cherchiez quelque chose de précis, une scène précise ou un instant précis dans un texte, vous aviez juste à regarder la première lettre pour savoir de quoi ça allait parler juste en dessous. C'est pareil, ici vous voyez, en fait on a les lettres de couleur qui nous permettent de trouver dans le texte le début de chaque paragraphe. On n'a pas du tout la même mise en page en fait qu'aujourd'hui. Donc là, pour vous montrer, donc ça c'est un manuscrit anglais. Ça, c'est des manuscrits que vous pouvez voir si vous allez au scriptorium d'Avranches, près du Mont-Saint-Michel. Donc il y a eu un mouvement, en fait, c'est l'émergence des ordres cluniciens et cisterciens. Donc dans cette idée d'épuration, en fait, pas d'épuration, c'est pas tellement le terme, mais de simplification, de retour à la règle et par rapport à la renaissance carolingienne qu'on a eue auparavant, ça c'est un petit peu... Puis la société s'est rigidifiée aussi, c'est le début où on va commencer à trouver vraiment cette séparation entre les serfs, le clergé et la noblesse. Ça se ressent aussi dans la peinture, ça devient beaucoup plus symbolique. Et donc je vous disais, il y a même carrément eu des manuscrits sans couleur. Donc là, c'est pas qu'ils n'ont pas terminé en fait l'enluminure, c'est juste qu'ils ont décidé de ne pas mettre de couleur, puisque le Christ est la lumière, et donc ça distrait le lecteur de mettre de la couleur. Voilà, donc il va y avoir toute une série de livres qui ne sont pas colorisés. Vous allez avoir, ou qui sont juste décorés. Alors c'est juste décoré, parce que c'est quand même un petit peu fourni, mais ça va être décoré à l'encre, donc souvent verte ou rouge, ou marron, comme vous avez ici. Un petit peu d'or quand même là, mais ça va être très simplifié. Voilà, on change de type d'écriture aussi, évidemment. Pas tout dire. Donc là, je vous montre quelques pigments qu'on utilise beaucoup à cette époque-là. Le lapis lazuli, que vous connaissez probablement tous, qui va donner plus tard le bleu d'outre-mer, quand il sera synthétisé. Alors là, ça devrait être rouge pétant. Je pense que l'image est un peu déviée. Donc c'est du cinabre qui va donner un pigment qui est très rouge. Et puis le vermillon également qui va être beaucoup utilisé. Le minium, c'est très... Je ne sais pas si on le voit bien dans l'image d'avant. Ouais, c'est dommage, les couleurs sont un petit peu tronquées, mais il y a beaucoup d'orange et de vert. Et cet orange vraiment très, très lumineux, c'est du minium, c'est du blanc de plomb chauffé qui va donner en fait cette couleur orange assez chouette. Voilà. Alors après, donc, on continue notre petite aventure, on arrive au XIIIe siècle. Et là, il va se passer quelque chose de... Donc jusqu'à présent, les livres sont produits quasiment exclusivement dans les monastères et sont pratiquement toujours des livres religieux. Là, on va arriver au XIIIe siècle, c'est l'ouverture l'émergence des universités. Donc il va y avoir besoin, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette petite image-là, il va y avoir besoin de livres pour les étudiants. Donc pour pallier à ce besoin de livres, des ateliers profanes vont s'ouvrir dans les villes. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de production de livres, et ce qui fait qu'on en aura aussi beaucoup plus aujourd'hui. Donc, et qu'il y a plus de témoignages de vie de tous les jours, en fait, dedans.
Donc là, je vous ai juste mis pour la petite histoire ici, donc ça c'est un livre d'études. Vous avez ici le texte principal qui est écrit ici. On voit, il y a une espèce de petite marge blanche tout autour. Le texte qui est ici, c'est ce qu'on appelle la glose. En fait, c'est le commentaire de texte. C'est le commentaire du texte qui est ici. Donc c'est vraiment des livres qui sont dédiés aux étudiants. Et puis aussi, vous avez du coup, c'est assez sympa, vous voyez la petite main qui pointe là, c'est quelqu'un qui a dû mettre, ah oui ça c'est intéressant, vous n'avez pas de surligneur, alors hop ils ont mis une petite main. Vous avez les notes, hein, vous avez aussi des étudiants qui ont mis des petites notes, c'est assez émouvant de voir ça. Là on le voit bien aussi ici, il y a plein de petites annotations. On retrouve ici les pieds de mouche qui permettent de, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais ça permet de scander le texte. Je vous parlais de ponctuation qui n'était pas tout à fait la même, ça permet de se retrouver dans le texte. Voilà, et puis vous voyez le décor change encore, donc c'est de nouveau une lettrine, on a un S ici avec une grande antenne, et c'est le moment où on va commencer à trouver des drôleries, des petites choses dans les marges qui font rigoler un peu le lecteur, qui distrait un peu de l'étude et de la rigueur du texte. Voilà, donc je vous parlais des drôleries, là on voit des singes déguisés en évêques. Ça c'est vraiment typique de cette époque-là, c'est ces grandes antennes qui sont sur le milieu, ici. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir Le Nom de la Rose avec Sean Connery, ça vous donne un peu une idée de l'ambiance, voilà, donc c'est pour vous dire, c'est tout à fait cette époque-là. Voilà, alors là je vous ai mis ça très rapidement, c'est aussi pour vous dire qu'à cette époque-là, il commence à y avoir d'autres livres que des livres religieux. Notamment, il y a un recueil, là c'est un recueil de contes, c'est les contes de Geoffrey Chaucer qui est ici. Donc c'est des contes, c'est des histoires pour le coup qui n'ont plus rien à voir avec la religion. Vous montrer différentes mises en page possibles. Donc là on s'achemine vers les périodes gothiques que vous connaissez beaucoup mieux en général, puisque vous en avez beaucoup plus. Alors, ce qui est typique de l'époque gothique, c'est le livre d'heures. Le livre d'heures, c'est un livre de prière. Aujourd'hui, je ne sais pas, quand on est très à la mode et qu'on est qu'on veut montrer qu'on est riche, je ne sais pas, est-ce que c'est d'avoir... alors, il y a un moment, c'était une blague avec la Rolex. Une grosse voiture, je sais pas. Donc à l'époque, pour montrer qu'on avait de la richesse, on se faisait faire un livre. Le fait d'avoir un livre chez soi montrait que vraiment on avait les moyens de s'offrir un livre et la culture d'avoir aussi la possibilité d'utiliser ce livre. Le livre d'heures, donc c'est un livre de prière. On dit d'heures parce qu'en fait, il scande tout au long de la journée. Il va normalement toutes les 3 heures, on s'arrête et on dit une prière. Donc il ne faut pas être dans les champs à travailler pour avoir un livre d'heures, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc là, ces livres sont souvent, au début du Moyen-Âge, très ornés, enfin au début du 14e, 15e siècle, très ornés. Il va y avoir aussi de plus en plus de copies, et parfois des copies qui sont beaucoup moins jolies, parce que du coup, elles coûtaient moins cher, il y avait moins de produits dedans. Donc là, je vous ai mis ces images-là pour vous montrer, parce qu'il y a, en fait, sur cette peinture-là, on voit le livre, et vous voyez, il est attaché à un tissu. En fait, ça, c'est un type de reliure. Le livre, on pouvait le refermer et l'emballer dans ce tissu pendant qu'on le transportait pour éviter justement de l'abîmer. Ce sont des objets qui sont quand même vraiment toujours très précieux. Donc là, je vous montre un petit peu à quoi ressemble un livre d'heures à l'intérieur. Ça commence toujours par un calendrier perpétuel. Et ça, vous avez sûrement vu des images, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont parties. Il y a toujours des tâches, en fait, par mois. Donc là, janvier, effectivement, le paysan il se réchauffe. Je ne sais pas si on voit, parce que je ne me rends pas compte. On voit là, il tend ses pieds vers l'âtre, il se réchauffe. Et il y a le signe ici, donc on voit le signe du Verseau, une femme qui verse de l'eau, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces livres d'heures, c'est que vous voyez qu'il y a des saints qui sont mis en doré, d'autres en rouge, d'autres qui sont en bleu. Et en fait, ça nous permet aussi, par exemple, de savoir d'où vient le livre et à qui appartenait le livre, puisque chaque corporation a son saint patron, chaque ville a son saint patron. Donc, selon ce qui a été mis en exergue dans le texte, on va pouvoir savoir d'où ça venait en fait et à qui ça appartenait. Alors, donc là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on peut trouver comme type de peinture dans les livres gothiques. Donc ça, on est à la fin du Moyen-Âge.
Ça commence à ressembler à de la petite peinture, on est d'accord, hein, c'est vraiment très réaliste. Là, ce sont des images des grandes heures d'Anne de Bretagne. Donc là, le portrait d'Anne de Bretagne, avec ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'il y a un autre manuscrit. Je vous parlais des fermoirs, là on les voit très bien. Et puis ce livre, il est typique parce de ces décorations de fleurs assez réalistes, avec des petits insectes dessus, moins réalistes, mais c'est quand même très poétique. Vous avez un autre type de manuscrit. Alors celui-ci, sa particularité, c'est qu'il est fait en grisaille. Vous avez vu, c'est que des dégradés de gris et de... Il n'y a pas de blanc même, c'est la couleur du parchemin qui fait la lumière. Celui-ci, il fait 9 cm de haut, pour vous donner une idée. Donc il y a vraiment des formats différents, il y a beaucoup de productions, donc on va avoir des choses très très différentes. Et selon l'endroit où il est produit et qui le fait, l'argent qu'on met dedans, il va vraiment être... voilà. Alors là, je ne pouvais pas vous parler dans l'Éminence sans vous parler des traits régisseurs du duc de Berry, qui est quand même un des manuscrits les plus beaux, les plus ornés qu'on puisse trouver. Là, ce sont les pages du calendrier. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les pages du calendrier, c'était quand même assez sec avec juste, entre guillemets, juste les seins et juste un petit médaillon. Là, c'est carrément une pleine page. On va retomber sur les pleines pages qu'on avait un petit peu perdues auparavant. Ce qui fait qu'on sait que c'est très riche, c'est que vous avez vu tout le bleu qu'il y a. Ce bleu, c'est du bleu de lapis lazuli, c'est un bleu qui coûte très très cher. Donc on sait que la cour de Berry était très riche, à tel point qu'il y en a mis, il y a du lapis lazuli partout, voire même cette paysanne, elle est en lapis lazuli, ce qui est absolument étonnant, parce que normalement c'est réservé uniquement quand on peint le Christ ou la Vierge ou les rois. Voilà. Donc là c'est le mois, alors je vous dis pas de bêtises, ça doit être le mois de mai, mois d'avril, le mois de mai, c'est les fiançailles, et là bon, ils font les fenaisons. À savoir que dans ce manuscrit, les châteaux qui sont au fond sont des châteaux qui existent. Hein, on peut les retrouver. Donc là, on est sur de la petite peinture quasiment, on arrive vraiment à la fin du Moyen-Âge, hein, on arrive sur la Renaissance. Et donc là, grosse révolution, le début de la fin, en fait, pour les manuscrits, on va commencer à les perdre, puisqu'il va y avoir, entre guillemets, l'invention de l'imprimerie. Alors, au départ, on a la xylogravure. Donc là, je vous ai mis un exemple de planche. Donc en fait, c'est-à-dire que le texte est entièrement gravé, donc on ne peut rien changer. Hein. C'est toujours le même texte qui est gravé, avec la lettre. Alors, on retrouve la mise. Ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve vraiment la mise en page des manuscrits, hein, ça ne change pas. Une lettrine, on pourrait dire, de début. Et puis ensuite, alors oui, à l'envers, gravé à l'envers. Et puis imprimé, donc ça permet quand même déjà de produire plus, puisqu'on ne copie pas tout soit à la main. Alors, il y a beaucoup de choses qui font que l'imprimerie a pu naître. Il y a eu le fait que le papier est arrivé, donc plus facile à utiliser et moins cher en coût. Et la mise au point de l'encre à l'huile, de l'encre qui sert à l'impression. Donc au début, la xylogravure. Ensuite, là vous connaissez peut-être tous, vous avez tous déjà vu, donc la mise au point de la typographie, donc là les caractères en plomb. Alors on dit que ça a été inventé par Gutenberg, on dit plutôt que ça a été finalisé et mis au point vraiment par Gutenberg, parce qu'il y a déjà des choses qui existaient auparavant. À savoir, c'est que la typographie et la xylogravure vont cohabiter pendant un moment, puisque ce sont des moyens qui permettent de copier des textes à même cadence, puisqu'on a le texte, on encre, on imprime et hop, c'est parti. C'est en fait finalement la typographie qui l'emportera, puisque comme les caractères sont mobiles, on peut composer une infinité de textes bien plus rapidement que de la gravure sur bois. Et le premier livre imprimé, ça vous en doutiez, c'est la Bible, hein, la Bible de Gutenberg, Bible de 42 lignes, donc en 1455. Pendant ce temps-là, on a toujours un peu d'enluminure quand même, ça ne va pas disparaître tout de suite. Les collectionneurs vont continuer à commander des livres très 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 ornés, notamment les humanistes. La seule chose, c'est qu'il y aura comme c'est que pour les collectionneurs, il y aura beaucoup moins on va moins en rester, puis plus ça va s'amenuiser. On va également trouver pendant un moment
Comme la typographie n'est pas assez souple, on ne peut pas inclure assez de décors dedans, au tout début du moins, on va continuer on va imprimer, mais on va décorer à la main. On va trouver des livres qui sont deux techniques. Y arriver. Alors ensuite, à la fin du 18e, donc quand même, vous avez vu, c'est quand même un procédé qui va durer encore très longtemps, la typographie. Hein. Alors juste un petit aparté, fin du 18e, il va y avoir l'invention de la lithographie. Donc là, c'est sur les pierres. Peut-être que vous avez l'occasion de voir là aussi, je crois qu'il y a une personne qui fait de la démonstration de gravure, Rossio, je crois qu'elle s'appelle, et qui fait de la lithographie et qui fait des démonstrations de production d'estampes. Ça, vous pourrez voir dans le programme demain, si vous avez l'occasion. Elle vous montrera comment ça fonctionne. Donc, c'est des pierres qui sont très rapidement, qui sont dessinées, et puis après, on vient mordre la pierre, et puis après, on imprime. Je vous en parle parce qu'en fait, c'est ce qui a donné naissance à la fin du XIXe siècle à la mise au point de l'offset. L'offset, c'est l'impression qu'on utilise aujourd'hui, en fait, hein, pour la grande quantité, toujours. Hop. Ensuite, donc là, on arrive sur la fin, hein, vous vous en doutez bien. L'invention, enfin la mise au point d'Internet, c'est 1974. Et il y avait même un projet Gutenberg, ça je l'ai appris aussi, qui était de faire une bibliothèque gratuite pour tous. Alors c'est un peu raté, parce que maintenant quand on veut des livres, il faut payer quand même. Mais bon, une bonne partie, en tout cas, on peut retrouver notamment, peut-être si vous connaissez le site de Gallica, qui est le site de la BNF, hein, où ils ont scanné tous les livres qui étaient en leur possession. On peut y accéder gratuitement, on peut aller regarder même les manuscrits, c'est assez chouette, on peut aller voir des manuscrits, les feuilleter. Et donc, ça permet d'accéder effectivement à tout le monde, à condition d'avoir un ordinateur et une connexion Internet, d'accéder à ce qu'on veut gratuitement, effectivement. Et puis le premier livre numérique commercial, donc là vous commencez à vous retrouver dans le monde d'aujourd'hui, en 98 avec les premiers livres sur tablette, les liseuses, maintenant qu'on a beaucoup à dispo. Et je parle dans les années 2000, la British Library va mettre en ligne sa première version numérisée, son premier manuscrit numérisé. Et ils vont numériser quoi? La Bible de Gutenberg. Donc hop, on est retourné. Là on était avant, la boucle est bouclée. Voilà, on va arriver sur la fin de l'histoire. Alors, le livre va sûrement peut-être encore évoluer, on ne sait pas ce qui pourrait arriver par la suite à ce support. Voilà. J'ai essayé de tenir, c'est bon, le timing, on est dans les temps. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai été assez claire et que j'ai essayé de ne pas faire trop de généralité, mais c'est possible que j'ai pas tout dit comme il fallait, donc je vous prie de m'excuser pour ça. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous y répondrai avec plaisir. Sinon, je vous laisse. Merci.